ça? Voilà, ok. Bon, donc je vais d'abord répondre à Madame Fiat, qu'on a déjà rencontrée, sur la question des Français qui fuient vers l'étranger. Je dirais qu'il y a plusieurs manières d'être face à des pays qui ont légiféré. Je vous rappelle que le Benelux représente que 3,5% de l'Europe, hein, d'abord pour commencer. Mais il y a trois manières pour moi, vous voyez. Soit on est amis, dans cette idée, ce concept, soit on est ennemi, soit on est voisin. Vous voyez? Bon. Mais les voisins, nous sommes dans deux maisons séparées, mais nous sommes voisins. Eh bien, voilà, ça n'empêche pas d'avoir des idées différentes, mais j'ai envie de vous dire, restons voisins. Pour l'instant, les Belges ont légiféré. Ce n'est pas sûr qu'ils aient eu raison de légiférer au vu des dérives que nous voyons, aussi au niveau de la Hollande, dont je vais répondre à votre question, Madame Fiat. Et donc, si vous voulez, l'attitude des soins palliatifs, c'est de rester fidèle à notre éthique, qui est en ce sens que, dans notre concept et notre définition des soins palliatifs, sachez-le, que le concept de mort est un processus naturel. Donc, quand j'entends parler de l'euthanasie, d'un acte euthanasique qui n'est pas un soin, devenir et déclarer mort naturelle, il faut quand même qu'au niveau politique, on fasse un effort de sémantique et appeler un chat un chat. D'autre part, les soins palliatifs, et ce n'est pas la même chose en Hollande, vous en faites pas, je vais vous répondre. Ce n'est pas la même chose en Hollande, parce qu'en Hollande, les soins palliatifs sont nés après la loi sur l'euthanasie. Nous avons la chance en France d'avoir des soins palliatifs qui sont nés avant, vous voyez, avant ce concept et cette idée. Mais ce concept et cette idée, je vais vous dire, en fait, les soins palliatifs sont nés de l'état des lieux, de ces médecins, dont certains font partie peut-être dans cette salle, de la pose des cocktails lithiques, c'est-à-dire que c'était des substances dont l'intention était bien d'entraîner la mort. Et c'est à partir de là que d'autres soignants, et c'est parti du mouvement soignant qui n'était pas forcément médecin, s'est posé la question de se dire comment accompagner ces gens qui meurent. Voilà, autrement qu'en faisant des cocktails lithiques. Donc c'est comme ça que les soins palliatifs sont nés. Donc c'est complètement paradoxal d'imaginer que les soins palliatifs puissent accepter un acte euthanasique. Vous comprenez? Ça ne fait pas partie de l'histoire des soins palliatifs. Pour la Hollande, je vous donnerai quand même quelques notions que le Lancet, par exemple, qui est une revue médicale tout à fait connue et non irréprochable, en juillet 2012, indique que 23% des suicides assistés n'avaient pas été enregistrés. Que le docteur Theo Boer, professeur de bioéthique, qui était complètement favorable à la loi hollandaise, et Madame Fiat, vous le connaissez peut-être, après avoir révisé 4000 cas d'euthanasie, est désormais hostile à cette législation et juge que ce qui est alarmant, c'est que l'euthanasie devienne la façon normale de mourir. Le rapport annuel des commissions... Je pense qu'on a bien compris votre position. Oui, il y a quand même des parlementaires qui posent des questions. Je pense qu'il faut leur répondre. Ce n'est pas une tribune. D'accord. Hein. Alors, je veux dire qu'il y a beaucoup de dérives, mais ces dérives, vous voyez, on n'a pas le temps d'en parler, je le comprends dans cette instance. Je voudrais dire qu'au niveau de votre question, monsieur, pour le plan pour les soins palliatifs, c'est un plan triennal 2015-2018 où il y a en effet 190 millions d'euros. Je peux vous dire qu'il y a des ARS qui prennent certaines libertés, notamment l'ARS d'Occitanie qui a diminué le budget des équipes mobiles de soins palliatifs dans son secteur de 20%. Vous voyez, par exemple. Donc, j'encourage à ce que ce plan triennal soit reconduit pour qu'on puisse surveiller. Il y a eu une question sur les moyens consacrés. Les moyens consacrés aux soins palliatifs, eh bien, écoutez, il faut se pencher sur les effectifs, qui ne sont pas assez nombreux dans les faits. Dans la formation, je vous en ai parlé, on ne peut pas imaginer la suite de certains services de soins palliatifs quand les gens ne sont même pas formés eux-mêmes. On ne sait pas quel sera donc l'avenir de certaines unités de soins palliatifs. Il faut concevoir des lits d'urgence, notamment dans les unités de soins palliatifs, pour ne pas emboliser les services d'urgence des malades qui arrivent en fin de vie et qui ont besoin d'une autre temporalité.
Et donc, il faudrait pouvoir mettre des lits d'urgence dans les unités de soins palliatifs. Il faudrait aussi, enfin, pouvoir faire en sorte que les équipes mobiles de soins palliatifs et les réseaux de soins palliatifs puissent prescrire, car actuellement, ils n'ont pas le droit de prescrire. Ce sont que des consultants. Or, la réalité de la vie et du terrain, c'est qu'il y a un vrai désert médical. Les médecins sont partis à la retraite, généralistes ne sont plus remplacés. Ils n'ont pas le temps de se déplacer, y compris dans les EHPAD. Donc, c'est pour ça que les médecins coordonnateurs doivent pouvoir prescrire le cas échéant. Sur l'approche existentielle expérimentale, les moyens psychologiques Madame, manquent. je vais vous demander de conclure, et puis il y a d'autres collègues autour de vous qui veulent parler aussi. Okay, je passerai donc la parole à Monsieur Hirsch, si vous voulez. Je conclue ou pas? Non, si. On va y revenir, vous inquiétez pas, vous allez encore avoir une quinzaine de questions. Vous comprenez, si vous prenez à chaque fois ce temps-là, on ne va pas y arriver, et vos collègues aussi peuvent prendre part. Merci. Je voulais, moi, dire d'abord à Caroline Fiat et à Monique Iborra, puisque vous êtes les deux rapporteurs, que vous faites davantage pour la qualité de vie des personnes jusqu'au bout avec votre rapport sur les EHPAD que les débats un peu itératifs que l'on a d'une manière un peu limitative sur la fin de vie. Je vais dire aussi à Jean-Louis Touraine que je partage totalement son point de vue. On ne peut pas rester aujourd'hui dans le statu quo. Alors, effectivement, on manque d'analyse. Il y a des stratégies aussi qui nous ont incité à penser que la loi du 22 avril 2005 n'était pas implémentée, ce qui était totalement faux. Donc, moi, j'ai dit, on ne peut pas rester dans le statu quo. Donc, il y a tout à fait raison aujourd'hui à en débattre. Et depuis les premiers débats parlementaires en 78, quand on voit la succession des propositions de loi, on a gagné en réflexion. Ce n'était pas, d'un point de vue politique, si simple d'aborder des questions qui touchent quand même au spirituel, au spirituel, je dirais, au sens large du terme, à des valeurs philosophiques, à nos conceptions de ce qu'est notre responsabilité individuelle par rapport à un certain type de dogmatisme. Je disais précédemment, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est d'être enfermé dans nos réflexions dans un cadre strictement médical. C'est une question sociétale et politique, de la même manière que je ne pense pas que la seule réponse ce soit les soins palliatifs, y compris pour l'accompagnement, j'allais dire antagoniste, ça serait l'euthanasie. Parmi les gens qui sont dans cette salle, quand j'étais jeune étudiant en philosophie, je me permets de le dire, j'ai participé au premier temps des soins palliatifs, au moment fondatif, en 1984. Donc je connais personnellement les points de vue qui se sont développés, et je rendrai un hommage tout particulier par rapport à une question qui a été posée à Patrick Verspieren, jésuite, qui a posé d'une manière très claire la relation entre douleur, souffrance, dans le contexte finalement de la fin de vie, avec cette héroïsation chrétienne, surtout catholique, de la douleur. Tout ça a permis des évolutions. Si Bernard Kouchner a pu développer toute sa politique de lutte contre la douleur, c'est aussi dans la dynamique des soins palliatifs. Un dernier point avant de conclure sur deux éléments. N'oubliez pas que la mission Larocque était la première mission qui a permis à considérer, et je crois que c'est très important que vous la lisiez, finalement, ce rapport qui était la politisation de cette question. On est en 1986, c'était Edmond Hervé, et puis ensuite Michel Barzac. On a un rapport super intéressant sur la dimension politique de la question, qui n'est pas exclusivement médicale. Donc je ne considère pas que la réponse soit uniquement en termes de soins palliatifs. Ça, c'est un premier point. Je pense qu'elle est en termes de soins et en termes de sollicitude sociale. Donc le vrai point, et on va voir dans la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, moi je pense que la société est totalement mature aujourd'hui pour accueillir les questions dans leur paradoxe, pour ne pas prendre les gens pour des naïfs. C'est pas non plus si demain on a une loi qui est favorable avec des encadrements précis à l'euthanasie, je le dis, je sais que je vais décevoir un certain nombre de personnes qui sont autour de cette salle, c'est pas pour autant que les gens demanderont l'euthanasie et qu'on versera dans un tout euthanasique. Ce qui me semble plus grave aujourd'hui, c'est ce qui se passe en amont. C'est-à-dire le refus de soins de personnes dans certains contextes, l'insuffisance de réponse non pas palliative mais strictement médicale à des situations qui le justifient. Quand vous avez des personnes dans certaines régions de France, et c'est pas lié au fait qu'il n'y ait pas des soins palliatifs, qui arrivent en phase terminale à la suite d'un cancer métastasé parce qu'ils n'ont pas eu la prévention, l'information et le suivi, voilà, c'est des questions beaucoup plus importantes que de se diluer dans un débat sans fin sur les soins palliatifs. Donc quelle politique de santé aujourd'hui, quelle stratégie de santé, notamment pour les plus vulnérables. Donc je termine pour dire, moi je suis
suis opposé à titre personnel, mais c'est une affaire intime et personnelle, à l'euthanasie. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui, si demain je suis confronté à une situation pour moi ou pour un proche, si je ne serais pas à recourir précisément à l'euthanasie par rapport à un parcours que je n'ai pas eu encore et par rapport à un dialogue spécifique et singulier avec des médecins. Et je termine, ce qui me gêne dans la loi, c'est le côté systématique. C'est-à-dire, on est dans le cas par cas. On est dans des relations qui se construisent dès l'annonce de la maladie grave. Le processus décisionnel, c'est pas uniquement stop ou encore en fin de parcours. C'est quelque chose qui se construit. Et je serais pour militer, alors il y a toute une réflexion, pour réhabiliter une relation de confiance avec non seulement les médecins, les paramédicaux, les bénévoles associatifs, mais également la société. Donc il y a tout un travail d'acculturation. J'aimerais donc cette petite intervention pour dire évitons de rentrer nouveau dans des polémiques stériles qui ne mènent nulle part, dans des clivages dont on sait de toutes les manières qu'ils vont sauter de toutes pièces, parce que face à la réalité, il faut des réponses pragmatiques, et réfléchissons à l'encadrement. J'étais, moi, en Belgique pour voir ce qui se passe. Alors j'ai suivi aussi toute la littérature, mais je vois qu'on peut avoir aussi une cohabitation très sereine et très sage en Belgique entre soins palliatifs et euthanasie. Et vous savez très bien que les Belges sont mieux situés en France au niveau de leur performance dans les soins palliatifs que la France. Ça peut interroger. Ne voyez pas dans mon discours de l'idéologie, voyez uniquement une impatience à ce qu'on en termine avec ce débat, qu'on passe une fois à des choses sérieuses et qu'on s'interroge sur le long survivre, c'est-à-dire ces personnes atteintes de maladies chroniques qui attendent autre chose de la réponse sociale, qu'on se préoccupe uniquement de leur fin de vie. Monsieur Perrault voulait répondre aussi. Oui, merci à Monsieur Lurton d'avoir souligné que la douleur était actuellement, je dirais, toujours un parent pauvre de la médecine. Pourquoi ? Je dirais il y a deux éléments. Concept religieux. Longtemps, se plaindre n'était pas acceptable et il fallait endurer et il fallait pas forcément demander de la morphine. Et puis aussi une vision très cartésienne de la médecine. Il faut d'abord traiter la maladie sous-jacente. La douleur n'est qu'un symptôme. Heureusement, on a évolué, mais je dirais les politiques de santé n'ont pas évolué. On parle de politique, mais c'est d'abord les moyens. Toujours 60 millions seulement dédiés à la douleur en France, avec 250 centres de la douleur qui survivent avec des moyens très limités. Les approches non médicamenteuses, les infirmières, les psychologues, tout ça ne sont pas valorisés et ne sont pas financés. Donc ça, c'est un gros problème. On a eu des grandes avancées avec le sénateur Neuwirth et puis Kouchner. Et puis depuis 2010, il ne se passe plus rien. On rétrograde, les centres de la douleur ferment. Et on parle beaucoup de l'exemple de la Belgique. Et bien justement, parlons-en. Qu'est-ce qui se passe en Belgique ? Il y a des patients atteints de douleurs réfractaires. On a vu des patients atteints de fibromyalgie, atteints de dépression sévère associée à des douleurs profondes, demander l'euthanasie. Et pour moi, qu'une patiente atteinte de fibromyalgie soit euthanasiée, c'est un véritable scandale. Alors peut-être parlons de l'exemple de la Belgique, mais aussi sur ces dérives-là. Et si on prend en compte la douleur dans toutes ses dimensions, j'ai beaucoup aimé la notion d'euthanasie sociale, eh ben, nos patients douloureux chroniques sont effectivement déjà en euthanasie sociale. Et quand en Belgique, on passe le pas et on passe à l'euthanasie tout court, je pense que là, c'est un véritable scandale. Et donc, développons les centres de la douleur, développons toutes les approches, l'accompagnement de ces patients, des soignants, des aidants. Et là, je pense que le débat reviendra à quelque chose de plus apaisé. Mais pour nous, c'est un véritable scandale ce qui est en train de se passer de l'autre côté de la frontière. Oui, Monsieur Derville, allez-y. Oui, en quelques mots, je pense que sans viser à être clivant, on est quand même devant un choix de franchir ou pas un interdit de tuer, la ligne rouge au fond. Et si on ne la franchit pas, on doit être créatif. C'est-à-dire qu'on doit assumer la difficulté, le fait de ne pas choisir, le fait d'accueillir, entre guillemets, l'imprévisible, d'être dérangé par le moment de celui qui va finir sa vie. Tandis que quand on a la possibilité de passer à l'acte, à ce moment-là, l'exception risque de ruiner la règle. Et je voudrais donner 2 points d'alerte. Le premier point d'alerte, c'est sur les EHPAD. Il y a aujourd'hui des personnes âgées dont nous savons, et vous l'avez, certains d'entre vous travaillé en profondeur, sont comme en marge de la société. Quelle tentation
pour nous de considérer que leur vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et lorsqu'elles sont dans un système de glissement, quelle tentation d'utiliser des moyens pour qu'enfin elles puissent être, entre guillemets, débarrassées de cette vie qui leur pèserait trop. C'est un énorme risque. Et c'est dans les moments justement les plus difficiles, les plus douloureux, que le fait de savoir qu'on ne passera pas à l'acte nous oblige à une solidarité beaucoup plus inventive que celle de procédés expéditifs. Et puis le deuxième point d'alerte, c'est sur le suicide. Et je pense que le mot suicide, nous avons tous proche de nous cette expérience qui est toujours violente et difficile et qui manifeste qu'il ne s'agit pas seulement d'une personne, mais de tout un environnement, de toute la société. Et même quand quelqu'un seul se suicide, nous sommes tous concernés. Eh bien, la crise suicidaire a besoin d'une résistance sociale, a besoin d'une prévention du suicide qui ne souffre aucune exception. Si une société commence à dire qu'il y a des bons suicides, des suicides valides, des suicides qui, parce que les vies ne valaient plus la peine d'être vécues, alors les personnes fragiles se trouvent comme poussées vers la sortie. Et nous avons, nous aussi, dans notre service d'aide, des appels venant de Belgique avec des personnes extrêmement douloureuses, des enfants qui ont été mis devant le fait accompli de la mort sans avoir été prévenus par euthanasie de leurs propres parents. Des personnes, Je vous demande de conclure, monsieur, des personnes qui se trouvent dans des situations extrêmement difficiles sous la pression de leur environnement. Et vous avez entendu peut-être qu'une association réclamait là-bas que toute personne de plus de 75 ans, étant fatiguée de vivre, puisse avoir accès à une forme d'euthanasie. Et ça, c'est un choix de société. S'il vous plaît, monsieur. Merci. Voilà, merci. Alors, je voulais vous rassurer de suite, les parlementaires que nous sommes, en toute responsabilité, n'ont jamais porté ce type de discours. Et notamment, nous travaillons énormément, vous l'avez souligné, il y a eu le rapport de Madame Iborra et Madame Fiat que vous soulignez pour la qualité. Donc, nous réfléchissons bien sur les meilleures conditions d'accompagner le vieillissement de la manière... Donc, personne ici n'a évoqué de suicide ou de... Donc, je voudrais quand même qu'on remette les choses en perspective. On est ici, non pas pour débattre comme il semblerait que ça en prenne le chemin, mais pour répondre simplement sur l'accompagnement fin de vie et quelles pourraient être les meilleures solutions pour chacun pour éclairer la représentation nationale. C'est juste Donc, un mot qui est souvent utilisé dans le débat. Oui, mais non, ce n'est pas notre mot. Tant mieux. Et ce n'est pas du tout notre réflexion. Donc, ne partons pas sur ces dérives-là. Merci. S'il vous plaît, verbal pour le coup. Nous allons donc poursuivre. On prendra 6 questions par 6. Ah pardon, vous vouliez... Il y en a une qui était Alors, adressée si vous avant. pouviez Oui, tous faire 2 minutes Je de vais essayer de réponse faire à chaque court, fois, mais parce que... Comme une des questions m'était adressée manifestement sur la question des proches que j'ai abordée tout à l'heure. D'abord, pour France Asso Santé, il est évident que quand le patient est en capacité d'exprimer sa volonté, c'est sa volonté qui prévaut et c'est lui qui décide d'associer ou non les proches, sa personne de confiance, s'il l'a désigné. Ça, c'est une première chose. Là, moi, les situations que j'évoquais, c'est quand il n'est pas en capacité d'exprimer sa volonté et qu'il n'a pas de directive anticipée, pas désigné de personne de confiance. Et là, c'est assez compliqué. On a cité déjà plusieurs fois le cas de Vincent Lambert, mais c'est vrai que manifestement, la décision au départ a été prise sans consulter l'ensemble des proches, et on voit les conséquences. Je ne dis pas qu'en s'y prenant mieux en amont, on n'aurait pas eu les conflits familiaux exacerbés qu'il y a, mais en tout cas, on se serait donné la chance de consulter l'ensemble des proches et éventuellement d'avoir une médiation extérieure. Et l'autre sujet d'importance concernant les proches, je le disais, c'est sur leur permettre d'accompagner. Alors, il y a plusieurs façons, et c'est vrai que cette allocation qui a été mise en place, c'est assez dommage. Déjà, à l'époque où elle a été mise en place, c'était assez dommage de considérer qu'elle ne puisse être allouée que lorsque la personne était à domicile. Ça donnait cette impression que finalement, la personne qui était en fin de vie, elle avait besoin d'un proche pour l'accompagner quand elle était à domicile, comme si ce proche devenait un professionnel, entre guillemets, qu'il était là pour la prise en soin, plus que pour l'accompagnement voilà, que requiert un proche. C'est-à-dire qu'une personne à l'hôpital, elle a tout autant besoin de la présence de son proche. Donc depuis, ça avait un petit peu évolué, puisque si la personne était au domicile et qu'elle était hospitalisée, l'allocation pouvait toujours être touchée, mais elle pourrait être déclenchée à partir du moment, même si la personne est hospitalisée, d'autant que, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, manifestement, l'enveloppe n'est pas totalement utilisée sur cette allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Donc, ça serait bien d'en faire la publicité, d'en permettre l'allongement, parce que je rappelle que la fin de vie, c'est pas que les derniers jours, ni même 3 semaines. Voilà, ça peut être plus long, ça dépend vraiment des situations. Et on peut avoir besoin d'un proche à ses côtés sur une durée plus longue. Merci. Je vais passer la parole à Madame